mesdames et messieurs, merci d'être avec nous. Bonjour ou bon après-midi, c'est selon. Merci d'être avec nous une fois de plus ce matin pour cet autre rendez-vous de la matinale. Chaque jour qui passe, c'est un moyen pour nous de se dépasser. Pour se dépasser, il faut bien retenir les leçons de la vie ou des leçons tout court. Ah, ça tombe bien, parlons de leçons aujourd'hui avec notre spécialiste de la famille. Le thème est le suivant: comment aider nos enfants à retenir les leçons et être donc de très bons élèves. Et on espère que chaque matin, nous sommes de bons élèves de la matinale. N'est-ce pas, ma très chère écolière collègue? N'est-ce, cher ami. Alors, bonjour à tous, bienvenue. Au-delà de l'apprentissage des leçons que nous essayerons avec notre expert d'inculquer à nos chers enfants, on aura à vous faire visiter d'autres univers, notamment dans la dynamique de vérification des informations avec notre cher confrère de RTI Info, Lassina Ouattara, qui viendra aujourd'hui pour nous donner des rudiments sur comment reconnaître un faux compte sur les réseaux sociaux ou un faux site web, tout simplement, même pas que, on en aura encore. Absolument, mesdames et messieurs. En tout cas, c'est Christelle Akoussa qui réalise cette émission. Tout de suite, grâce à sa dextérité, voici l'image du jour, mesdames et messieurs. Martin Luther King, MLK, pour ceux qui savent, aux États-Unis, tous les 15 janvier, c'est le MLK Day. Mais cette année, exceptionnellement, ce sera le 20 janvier. C'est l'une des rares personnes pour lesquelles il y a un jour férié aux États-Unis, surtout une personne de couleur. C'est une fierté, c'est une icône internationalement reconnue, mondialement reconnue pour la paix. Exactement, et il est né, pour rappel, le 15 janvier 1929, malheureusement décédé par assassinat le 4 avril 1968 à Memphis. Il est pasteur baptiste afro-américain, militant de la non-violence, avec sa célèbre phrase « I have a dream ». Yes, nous avons fait un rêve et ce rêve-là est en train de se réaliser, même s'il y a des difficultés au niveau international. C'est vrai que la condition des hommes de couleur n'est pas du tout reluisante. Aujourd'hui, il faut le dire, il y a beaucoup de poches de résistance, mais on espère qu'avec l'évolution du monde, les choses vont s'arranger. Aujourd'hui, c'est le 15 janvier, c'est le jour des Rémi et ses dérivés. Exactement, aujourd'hui 15 janvier, milieu de ce mois qui, on espère, se déroule tout doucement pour les uns et les autres. Aujourd'hui, on célèbre donc les Rémi et les dérivés. On a Mieg, on a Rémi avec un Y, Rima, sûrement pour les dames. Et on a aussi Amaury, comme Amaury de Vinci, avec cette belle voix. On a Amerigo, Amerlich, Emlich, Emrich, voilà. Et pour les filles, on a Effiz et d'autres dérivés. Ça fait du bien, du bien à la mâchoire. On voit que ouais, c'est du travail. C'est un bel exercice. Alors, petit récapitulatif et rectificatif également, c'est que le MLKD est observé pour la première fois le 20 janvier 1986. C'est un moment de fierté pour toutes les personnes noires et aussi pour le NAACP, qui est le National Association for the Advancement of Colored People. C'est une association très influente, donc des hommes de couleur aux États-Unis. Il est 5h59, c'est le moment maintenant venu pour Régis Kofi d'entrer en scène. C'est parti. Bien le bonjour à toutes et à tous, madame, monsieur, bonjour à vous, Marco et Alix. Voici l'actualité nationale de ce mercredi. Fin de mission pour l'ambassadeur du Vietnam en Côte d'Ivoire, Tran Ngoc Touré, a fait ses adieux au chef de l'État, occasion pour les deux hommes de faire un tour d'horizon sur les relations qui unissent la Côte d'Ivoire et le Vietnam, des liens qui se sont d'ailleurs bien développés. Les perspectives ont aussi été évoquées lors de cette rencontre. On sera à l'hémicycle où il a été également question de perspective 2020. L'Assemblée nationale se prépare à mettre le cap sur les chantiers de l'année qui vient de commencer. Le président de l'Assemblée nationale et les députés ont échangé autour de la question. Amadou Soumaoro met un point d'honneur à leur action en faveur de l'union et de la cohésion nationale en cette année électorale. Renforcement de collaboration entre la radiodiffusion télévision ivoirienne RTI et l'Institut des sciences et techniques de la communication polytechnique ISTC. Les deux structures ont signé hier une convention. Franck Quadio. Poignée de main et échange de parapheurs. Le directeur général de la RTI, Fousseni Dambélé, et le directeur général de l'Institut des sciences et techniques de la communication polytechnique ISTC renforcent et consolident par cette signature de convention leur collaboration. Le contenu, formalisation des stages d'immersion ou pour fin de soutenance de mémoire, diffusion des sports entre autres pour l'ISTC. Nous avons dépoussiéré et renforcé le pont entre la RTI et l'ISTC Polytechnique.
le service communication de l'Institut, empruntera la même voie pour se retrouver au pied des antennes en vue de la diffusion de ces spots sur ce pont flambant neuf. Les collaborateurs de M. Fousseni Dambélé pourront circuler, qui pour dispenser des enseignements à l'Institut, qui pour organiser des séminaires dans les salles et amphis, qui pour enregistrer des émissions dans les studios de l'Institut. Un pont, expression imagée de cette collaboration, une aubaine et une satisfaction exprimée par le directeur général de la RTI. Le principal bénéficiaire des formations dispensées par l'ISTC aux étudiants, tant au niveau de la technique, du marketing, de l'animation que du journalisme. Et également, nous sommes la porte d'entrée la principale pour les stages et bien d'autres activités de l'ISTC. Donc nous avons deux maisons voisines qui n'avaient pas jusqu'à présent exploité toutes les potentialités qui se présentaient. À l'initiative de ce rapprochement des deux institutions, le ministre de la Communication et des Médias, Sidi Tiemoko Touré, qui invite à une franche collaboration. Ce n'est que la première étape. Je suis convaincu que dans votre collaboration, vous découvrirez d'autres leviers bénéfiques pour votre développement, le développement de chacune de vos entreprises. Vous, concessionnaire du service public de l'information, et l'ISTC, concessionnaire bien sûr du service public de la formation sur les matières de technologie de l'information. L'objectif affiché, l'efficacité et la promotion des potentialités internes, la RTI est le média de service public ivoirien et l'ISTC, Institut Polytechnique, forme au métier de journalisme, à la télécommunication, à la production, aux arts et images. Il a été créé par décret en 1992. À Mans, une fosse commune a été découverte lundi sur la route du lycée moderne 1. Une exhumation a eu lieu en présence des autorités judiciaires et policières. C'est à l'occasion des travaux du bitumage de la voirie lancée récemment dans la ville que cette découverte a été faite. Je vous propose de suivre la déclaration de la procureure de Mans, Nafissatou Konta. Le 13 janvier 2020, au cours de l'exécution des travaux de bitumage de l'axe préfecture Mans, bataillon de sécurisation de l'Ouest, il a été découvert une fosse commune contenant des restes humains à proximité de la clôture du lycée moderne 1 de Mans. Une enquête a été immédiatement ouverte par le parquet près le tribunal de première instance de Mans. Les premières constatations faites par les médecins légistes du centre hospitalier régional de Mans ont permis de dénombrer 20 corps à partir de la reconstitution des ossements retrouvés dans la dite fosse. Les investigations se poursuivent pour identifier les 10 corps et déterminer les causes de la mort. Fait au parquet de Mans le 14 janvier 2020. Merci de votre attention. C'est la fin de ce point de l'actualité. Nous reviendrons à 6h30. Merci à vous, Régis Kofi. Et on va trancher avec cette information macabre pour vous emmener dans quelque chose d'un peu plus joyeux avec le coach Cool qui vous invite chaque matin à vous dépenser un peu. Coucou championne, coucou champion, prêt pour ta séance matinale? On y va. Tu vas te munir d'abord de 2 petites bouteilles. Ensuite, tu places les bras comme ça, parallèles au sol. Et on y va. 1, 2, 3, 4, 5. On va faire des cercles. 1, 7. On change de sens. 7 en bloc. 5, pause. Tu souffles et on repart. Top, c'est parti. 1.
continue. Ok. Championne, ne met pas comme ça. Ça, c'est une prise marteau. C'est pas ce qui nous intéresse. C'est plutôt ça. Voilà. Ok. On va jusqu'à 100. C'est léger, mais avec une longue répétition, ça fatigue. On va partir maintenant cette fois-ci alterner. Gauche, droite, ça fait 1. On va pour 100 aussi. 100. Bravo. J'espère que tu ne triches pas. Hein. On souffle 15 secondes et on passe à l'autre mouvement. On vient de travailler le biceps. Là maintenant on va travailler le triceps. Tu vas te mettre comme ça. Et tu vas étirer le muscle. Voilà. 4, surtout ne pas faire ça. Ne pas écarter les coudes. Si tu les écartes, tu ne travailles plus le triceps. Resserre-les au maximum. Voilà. Et puis maintenant, on y va. Tu vas mieux sentir les sensations. Surtout ne bouge pas ton cou pendant que tu es en train de faire le mouvement. Ne bouge pas ton cou, sinon tu auras mal. Garde tout le corps figé. C'est seulement les mains qui vont en haut et qui redescendent. Voilà. Et 100. Bravo, championne. Bravo à vous. C'était chaud, hein? On va passer aux étirements. On dépose les bouteilles. On y va. On grandit sur la pointe des pieds. 1, 2, 3, 4, 5. On redescend jusqu'au bout. 1, 2, 3, 4 et 5. Les coudes. 1, 2, 3, 4, 5. On change de sens. 1, 2, 3, 4 et 5. Épaules. 1, 2, 3, 4 et 5. Bravo à vous. Bravo champion. Rendez-vous demain matin. Sport de qualité. Ah oui, je prends son bas ici. Je rebondis là-dessus. Merci, coach. On se retrouve demain, toujours avec le même plaisir. On s'est musclé avec la bouteille. On va essayer de muscler aussi le ventre. Hein. Bien manger le matin, ça fait du bien. C'est là où intervient la fameuse rubrique Histoire du petit-déj. Aujourd'hui, le pain au four. La preuve. Eh oui, prisé partout dans le monde, le pain au four, c'est cette recette-là que nous vous proposons ce matin avec voilà, la complicité de notre chère Christelle Akoussa-Labelle. Vous remarquez ce beau pain au four. Ah, pain fourré, oui, c'est vrai, parce qu'il y a une surprise au milieu, généralement de la viande hachée ou des légumes, des juliennes de légumes, voilà, ou du poisson. Un bon café, un bon thé le matin. Bon, j'ai failli dire un bon jus. Mais on va éviter, plutôt avec des fruits, pour pas que Docteur Vaud demain me tape sur la bouche. Donc, en tout cas, ça fait du bien, c'est bon pour les enfants, pour les grands. Et on a des graines de sésame en haut. Toutes les générations. Le sésame qui est très bon pour le foie, c'est très bon aussi le matin. Ça fait du bien. C'est léger. C'est léger, c'est light. C'est ça. Ça fait du bien. Merci. Matin Bonheur se poursuit avec maintenant la partie info. Parce que Matin Bonheur, c'est ça. C'est un feeling, c'est un état d'esprit. On nourrit le corps, on nourrit le cœur, la santé aussi. On nourrit les yeux et aussi l'info. C'est parti avec la revue de presse. Monsieur Renaud est déjà en place.
puis on fait travailler nos neurones avec cette première information de la situation sécuritaire et présidentielle 2020. L'interne livre des exclusivités et quelques inquiétudes d'un spécialiste. Renaud, bonjour. Bonjour Alix et Marco. Oui, et cet expert prévient en ces termes, la menace terroriste doit être prise au sérieux. Selon lui, 20% du territoire et plus d'1 million d'Ivoiriens sont menacés. Pour faire face à cette situation, ce spécialiste donne des conseils aux autorités, plus de précision dans l'interne. Et puis la situation sécuritaire du pays interpelle toujours. Oui, c'est avec Soir Info cette fois qu'il lance à sa une. Plusieurs gendarmes dont un officier ont été arrêtés. Pour tout savoir sur les raisons de l'arrestation de ces corps habillés, il faut lire le Soir Info de ce jour. Et on reste avec Soir Info encore. Oui, c'est avec ce titre, 3000 personnes mises à la rue hier avec femmes et enfants. Et bien aussi, il faut savoir que c'est suite à la mort d'un jeune lycéen à bord d'un vol d'Air France. Les autorités avaient sommé les populations du quartier d'Adjoufou de quitter les abords de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny au plus tard hier midi sous peine de déguerpissement. Et c'est ce qui a été fait hier, entraînant selon Soir Info, pleurs et détresse des familles déguerpies. Franchement, qu'on fasse vraiment la lumière sur ce fait rocambolesque là qu'on ne comprend pas toujours jusqu'à présent. Fatinté Matin, dans son édition de ce jour, propose une enquête sur les ex-migrants. Après leur retour au pays, ce que deviennent les ex-migrants, c'est l'intitulé du focus que fait le journal pro-gouvernemental sur ces anciens candidats à l'aventure qui, pour la plupart, sont revenus au pays désillusionnés. Et pour tout savoir, sur comment ils se reconstruisent, il faut lire Fratmat de ce jour. Et on reste avec Fratmat pour évoquer la grève des taxis communaux Egbaka qui a paralysé hier la commune de Yopougon. Les transporteurs de la plus grande commune du pays sont en colère contre leurs autorités municipales. Ils dénoncent les montants très élevés des contraventions fixées par la mairie de Yopougon. Et pour faire entendre leur voix, ils ont lancé un mouvement de grève hier. Et cette situation a contraint des milliers d'usagers de la commune à la marche. Et loin d'arranger les choses, le mouvement de grève, selon Fraternité Matin, se poursuit aujourd'hui. Alors, que nous dit aujourd'hui le quotidien proche du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI? Le Nouveau Réveil annonce que l'UDPCI va présenter la candidature d'Albert Mabry Touakeus. Pour en savoir plus, il faut lire le Nouveau Réveil de ce jour. Et vous avez lu Go Magazine pour nous, que nous dit-on? L'ex-première dame du coupé décalé, c'est elle qui figure à la une de Go Magazine de ce jour. Eh bien, 4 mois après avoir quitté le mouvement, le journal de la femme qui bouge nous dit tout sur la nouvelle vie de Claire Bailly. Et pour tout savoir sur la nouvelle vie de celle qui a été l'une des actrices majeures du mouvement coupé décalé, il faut se procurer le 800e numéro de Go Magazine. Merci Renaud. Merci infiniment. On vous retrouve demain, toujours avec le même plaisir aux alentours de 6h10 sur RTI1, précisément dans Matin Bonheur. Matin Bonheur qui se poursuit maintenant avec notre invitée actu. Elle s'appelle Traoré Tena. Elle est passionnée donc de sensibilisation au niveau des enfants, des femmes, au niveau de tout ce qui est des choses qu'on ne peut pas dire. Il y a une manière particulière de le dire concernant la sexualité, l'entourage, la psychologie des enfants. Et ça tombe bien dans le cadre de la campagne Merci mon héros. On la retrouve dans un instant. Bonjour Madame Traoré. Bonjour Alice. Alors, bienvenue. On a lancé le sujet. Il s'agit de la campagne Merci mon héros. C'est sûr que nos téléspectateurs sont aussi curieux que nous. Qu'est-ce que c'est cette campagne? Alors, Merci mon héros est une campagne multimédia du projet WABA, qui signifie West Africa Breakthrough Action, qui se déroule en Afrique de l'Ouest francophone, dans les 4 pays d'intervention, à savoir le Burkina Faso, le Niger, le Togo et bien sûr la Côte d'Ivoire. Alors, dans quel contexte est née la campagne Merci mon héros? La campagne Merci mon héros est née lors du dernier sommet francophone pour le changement social qui a eu lieu en Abidjan en février 2019. Alors, à ce sommet, on a mis au défi, à travers un concours, les équipes de jeunes et des alliés à nous produire une nouvelle stratégie de communication, une campagne régionale sur les questions de santé de la reproduction et de planification familiale. Et le concept gagnant fut Merci mon héros. Donc, à la suite de cette formation, nous avons identifié 19 jeunes de 10 pays de l'Afrique francophone que nous avons formés à la création de contenu via les smartphones. D'accord. Allez-y. Voilà, donc la particularité de la campagne Merci mon héros, c'est que ce sont des adolescents et jeunes formés à la technique d'enregistrement de vidéos vécues, d'histoires vraies,
qui captent des images, qui les montent et qui les mettent en ligne sur les différentes plateformes, notamment notre page Facebook, Instagram et Twitter. La démarche est novatrice et le sujet, on va dire la cible, ce sont les jeunes. Les adolescents et jeunes. D'accord. Alors, quels sont les objectifs principaux de la campagne Merci mon héros? La campagne Merci mon héros vise à créer l'empathie des jeunes, entre les jeunes et les alliés. Également, encourager le dialogue parents-enfants autour des questions de la santé, de la reproduction et de la planification familiale. Briser les normes négatives qu'il y a autour de la santé de la reproduction. C'est le sigle, c'est SR, donc on a pour habitude de dire SR, mais pour nous téléspectateurs, on va décliner santé de la reproduction et de la planification familiale. Donc c'est de briser tout ce qui est normes négatives qui gravitent autour de ce concept-là. C'est d'aider les adolescents et les jeunes à prendre des décisions responsables en matière de la santé de la reproduction et de la planification familiale. Tout à fait, c'est un projet assez noble, hein. Nous on adhère à Matin Bonheur totalement. Oui. Alors, on aimerait savoir dans tout ce qui se passe dans nos pays africains, où il y a rarement, de plus en plus rarement de modèles, c'est qui est un héros? Le héros, ça peut être vous, c'est toute personne qui, parent, peut-être la maman, le papa, le prestataire de santé, l'ami jeune, l'enseignant, l'éducateur, qui a été présent pendant des moments assez difficiles de l'adolescent et jeune en matière de santé de la reproduction. Donc, je vais prendre un cas de figure pour que nos téléspectateurs arrivent à mieux comprendre le concept de l'héros et de l'héroïne. La phase de la puberté est une phase très importante dans la vie de toute personne. Et cette phase-là, souvent de fois, on n'arrive pas à mieux l'appréhender. Donc, pour la jeune fille, on a des transformations morphologiques et hormonales. On parle de la survenue des premiers menstrues. Donc, il faut préparer la jeune fille à la survenue de ces premiers menstrues-là. Il faut lui donner des conseils, comment se protéger, qu'est-ce que signifie avoir les menstrues. Donc, la personne qui a été aux côtés de cette jeune fille-là est l'héroïne pour cette jeune fille-là. Donc, l'héroïne, ça peut être vous, ça peut être Madame Alice. Donc, en chaque personne sommeille un héros. C'est vrai, parce que généralement, dans les foyers, on pense que c'est dévolu seulement aux mamans d'expliquer la survenue du cycle menstruel aux filles. Mais de plus en plus, il y a des papas qui s'y intéressent et nous sommes tous des héros. Et c'est un rôle qui est dévolu ou qui devrait incomber à tout le monde. Au-delà des parents, on a aussi les oncles, les tatas. C'est démystifié maintenant. Hein. Tout le monde peut s'y mettre afin d'avoir le volet féminin, le volet masculin aussi. Cet encadrement-là est très utile. Oui, c'est très utile. C'est pour ça que nous encourageons la communication parents-enfants autour de cette thématique de la santé, de la reproduction, de la planification familiale. Alors, vous nous avez parlé de conception de vidéos. Comment ça se passe concrètement, pratiquement, et quel est l'impact que vous constatez avec votre cible? Alors, au niveau de notre stratégie, comme je l'ai dit tantôt, des jeunes ont été formés à la technique d'enregistrement de l'histoire. Donc, nous partons sur le terrain pour recueillir des histoires vraies vécues. Donc, Marcelin, si vous avez une histoire à partager avec nous, en tant que modèle ou en tant qu'adolescent qui, à un moment donné, a eu besoin de conseils, on sera fort de venir enregistrer votre histoire et la diffuser sur nos différentes plateformes, Instagram, à travers le hashtag Merci mon héros. À la suite de cela, on a des activités communautaires également que nous allons initier au niveau des villes de l'intérieur, Boaké, Daloa. Et on a également des passages télé, comme on le fait aujourd'hui à Matin Bonheur, pour venir expliquer le concept Merci mon héros. Alors, quels sont les résultats déjà obtenus? Puis, qu'est-ce que vous visez? Parce que nous sommes 25 millions. Il y a aussi le monde rural où il y a beaucoup de manques. Les jeunes filles de 11, 12, 13 ans n'ont pas accès à beaucoup de choses par rapport aux filles d'Abidjan. Qu'est-ce qu'on fait pour elles? Alors, pour les filles de l'intérieur, on a prévu des activités terrain. Donc, il y aura des caravanes, il y aura des ciné et autour de ces projections de films-là, il y aura des discussions vraies autour de la question de la santé et de la reproduction. Parce que les jeunes ont beaucoup de questions. Les jeunes s'interrogent, se demandent. De quelle œuvre? On est curieux. Alors, au niveau des relations amoureuses, voilà, quand on commence à avoir des sentiments pour un garçon, comment on devrait pouvoir se comporter. Comment ça se passe, les relations amoureuses, quand on va au-delà de tout ce qui est
apparence. Également au niveau des jeunes garçons, on a la pression des pères quand on n'est pas encore sexuellement actif. Oui. Donc il y a toutes ces questions-là que les jeunes se posent. Ils voudraient avoir des réponses et souvent de fois ils n'ont pas les vraies réponses. Donc autour des projections de films, on aura des séances d'échange vraies entre jeunes parce que c'est des séances qui sont animées essentiellement par des jeunes. Donc on parle dans un langage jeune et on essaie ensemble d'apporter des réponses vraies à certaines problématiques que les jeunes soulèvent. Alors, il y a un souci, hein, je dis souci, mais ça peut être un souci comme un avantage. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est incontournable. Hein, c'est incontournable, on ne peut rien faire contre ou pour. On est obligé de prendre ça et s'adapter. Comment vous impliquez les réseaux sociaux dans votre stratégie de communication ou dans votre stratégie tout court? Notre stratégie est à 90% axée sur les réseaux sociaux. Comme je l'ai dit tantôt, c'est une campagne multimédia. Et aujourd'hui, Internet est devenu un outil indispensable. Tout le monde aujourd'hui utilise Internet pour s'informer. Donc nous, on a utilisé ce puissant canal de communication-là, quand on connaît un peu la concentration et les proportions des abonnés. Donc les différentes plateformes que nous avons utilisées, c'est Facebook. Facebook qui est la communauté, en griffe, la communauté la plus commune. Donc tout le monde se retrouve sur Facebook. Donc on a une page Facebook. Donc aujourd'hui, on a une communauté de près de 2600 abonnés. On est également présent sur Twitter et Instagram. Donc là, nous avons plus de 100 followers sur ces différentes plateformes-là. Donc vous voyez qu'on utilise vraiment ce qui est tendance, ce qui est d'actualité pour se rapprocher de notre cœur de cible et puis corriger certaines informations en lien avec la santé de la reproduction et de la planification familiale. C'est louable et c'est encouragé. En même temps, j'ai envie de savoir, c'est vrai que sur, on va dire, la superficie d'Abidjan, la connexion passe facilement. À l'arrière-pays, avec le monde rural, c'est pas très évident même d'avoir un téléphone adapté qui a accès à Internet. Pour cette frange-là, comment vous axez votre communication? On a les radios communautaires. Donc avec ces radios communautaires-là, on se fera l'effort d'animer des émissions. On fera l'effort de passer des spots en langue locale pour être plus proche des cibles et pour que les cibles arrivent à décrypter le message que nous souhaitons véhiculer. Est-ce que vous faites aussi du lobbying auprès des hommes politiques, des décideurs? Parce que c'est eux qui ont en main les clés par rapport au système éducatif de nos enfants. Si eux jouent bien leur partition, si les enfants ne sont pas exploités à des fins pour être ailleurs où ils devaient être, est-ce que vous avez un pouvoir, quelque chose de poids pour faire infléchir parfois certaines positions traditionnelles? Oui, au niveau des décideurs, la campagne allie les alliés entre griffes qui sont les adultes. Donc, c'est des personnes qui ne sont pas occultées, qui sont enrôlées. Donc, aujourd'hui, toutes ces statistiques que nous avons, nous pouvons partager avec le ministère de tutelle pour essayer de voir comment est-ce que, dans quelle mesure, on arrive à modifier certaines politiques, à améliorer certaines choses au niveau de l'accessibilité des centres des soins des adolescents et jeunes. Donc, on n'est qu'au début de la campagne. Donc, on ose croire qu'on aura des statistiques assez intéressantes pour pouvoir aider à améliorer la condition des jeunes sur les questions de santé de la reproduction. Et toujours pour faire écho à ce que Marcelin vient de dire, Madame Traoré, vous avez parlé de tutelle. Tout ceci, ça demande un financement, ça demande un coût. Comment vous financez pour une telle campagne qui a encouragé véritablement? La campagne s'inscrit dans le cadre d'un projet WABA qui est en financement USAID, PEPFAR. Voilà, donc on a le financement de USAID via l'ambassade des États-Unis. Vous êtes apolitique? Entièrement. Vraiment apolitique? Apolitique. Parce que dans notre pays, c'est difficile de voir quelque chose qui n'a pas une récupération politique. même. Hein? Parce que même pour être candidat dans une fédération, mais dans n'importe quoi, il y a un côté politique. On ne sait plus rien. Donc, des amusements. Oui, faut même dans l'amusement. Je me demande si un jour, pour être chef de classe, on ne va pas demander votre parti politique. Vous êtes vraiment apolitique. Hein? Nous sommes essentiellement apolitiques. Et si un homme politique vient vous donner des moyens conséquents et qui vous demande aussi d'infléchir, vous allez accepter bien? Vous pouvez nous dire ça devant... Vous allez refuser? Nous sommes apolitiques. Nous sommes engagés pour les adolescents et jeunes, pour qu'il y ait amélioration au niveau des services de santé des adolescents et jeunes et de la planification familiale. Donc tout ce qui œuvre pour améliorer la condition des adolescents et jeunes, nous sommes pour ce parti-là. Donc l'homme politique qui viendra avec... un discours qui est contraire ou une vision contraire à ce que nous avons épousé. Donc, c'est clair qu'on ne va pas adhérer à cette initiative. Donc, nous sommes une nouvelle génération de jeunes.
voilà, qui semble la rupture avec... Il y a une nouvelle génération de politiciens aussi. En tout cas, c'est très intéressant ce projet-là. Et on voulait savoir si vous avez un plan d'action pour tout le territoire. Est-ce qu'il y a une campagne qui est en vue? Vous allez dans quelle localité ici? D'accord. Donc déjà au niveau de la campagne multimédia, elle va investir toute la toile. Donc au-delà même des frontières de la Côte d'Ivoire, au niveau de ce qui est des actions terrain, on ira au niveau de l'intérieur du pays, on aura Bouaké, on aura Daloa. Donc c'est des villes que nous allons sillonner. Donc comme vous le savez, un projet est toujours délimité dans une sphère. Donc c'est dans ce cadre-là qu'on sera dans cette ville-là. Merci infiniment à vous, Madame Traoré Tana. Je rappelle que vous êtes membre du comité jeune de la campagne Merci mon héros. Salutations à tous ces héros donc, de notre enfance, de notre adolescence qu'on salue ici. Ce monde est de plus en plus rempli de contre-héros. On espère qu'avec votre initiative, on aura de plus en plus de personnes qui vont vraiment servir de modèle et tirer les gens vers le haut. Matin Bonheur se poursuit avec maintenant un autre pan de ce rendez-vous, le bloc météo, info, et on revient juste après avec le vrai, le faux de notre Lansina Ouattara national. Bonjour, tout maudit. Sous le parrainage du ministre Raymond Goudou Kofi, la RTI organise Bonjour Tour, étape de Toumaudi, ce samedi 18 janvier à 20h au stade municipal de Toumaudi avec vos humoristes préférés. Spectacle offert gracieusement à la population de Toumaudi par le docteur Raymond Goudou Kofi, ministre de la modernisation de l'administration et de l'innovation du service public. Bonjour, un concept RTI. Bonjour à tous. Le début de matinée sera caractérisé par la présence de brouillard ou de brumes humides sur les régions du littoral et du sud forestier avant de faire progressivement place au soleil. La bande centrale, sous l'influence des vents humides, verra l'atténuation des effets de l'harmattan. Le nord sera sous l'influence des vents secs de l'harmattan avec une réduction de la visibilité par la présence de brumes sèches. Pour les variables de la matinée, on note 24 degrés le pic à Abidjan, 23 à Adiaké, 21 à Bandoukou et Bouaké, 23 à Daloa, 24 à Dimbokro, 23 dans le Gor, 19 dans le Poro, 18 à Mans et à Odiéné, 24 à San Pedro, 23 à Sassandra, 22 à Tabou et Yamsokro. L'après-midi, les régions du sud observeront un temps quelque peu nuageux. Au cours de la période, on y observera de faibles intrusions de vent sec. Le nord et la bande centrale seront sous l'influence des vents de l'harmattan, ce qui favorisera un temps chaud et sec sur ces régions. Pour les températures, on note 32 degrés à Abidjan, 33 à Adiaké, 35 à Bandoukou, 35 également à Bouaké et Daloa. La ville de Dimbokro affiche 36 degrés, 34 dans le Gor, 35 dans le Poro, 34 dans le Tonkoui, 35 dans le Kabadougou, 33 à San Pedro et Sassandra, 32 à Tabou et enfin 35 degrés à Yamsokro. Merci de toujours rester fidèle à ce point du temps. Nous vous souhaitons de passer une excellente journée.
Deuxième rendez-vous de l'actualité dans Matin Bonheur. Merci de nous suivre. En Guinée, ce lundi, au cours d'une journée de mobilisation contre un troisième mandat, 2 jeunes manifestants ont été tués lors de heurts avec les forces de police. Le FNDC invite à poursuivre les manifestations jusqu'à l'obtention de sa revendication, c'est-à-dire le retrait du projet de nouvelle constitution appelé par le président guinéen. Le ministre de la Sécurité appelle les citoyens au calme et à la retenue. En République démocratique du Congo, le ministre des Finances, José Sélé Yalangouli, déjà recadré par le président congolais Félix Tshisekedi en novembre, a été accusé par le ministre de la Justice de bloquer des fonds nécessaires pour enrayer la pénurie de nourriture et de médicaments dans les prisons. Il l'a signifié dans un courrier confidentiel adressé à Félix Tshisekedi. Au Nigeria, le gouvernement est parvenu à un accord de paix entre 2 groupes armés qui se faisaient la guerre dans le nord-ouest du pays. Cependant, la paix reste fragile dans cette région. Reportage. Une montagne d'armes et de gris-gris, témoignage de la violence d'un conflit qui dure depuis des années. Aujourd'hui, ces milices citoyennes ont accepté de cesser la lutte armée contre ceux que les médias locaux surnomment les bandits. En échange, le gouvernement local leur promet un emploi et distribue un peu d'argent liquide. On a dû donner nos armes. On ne doit pas tuer les peuples ou qui que ce soit. Nous devons arrêter ça et nous l'acceptons. Aujourd'hui, je peux conduire ma moto partout et je n'ai plus peur. Je sais qu'il n'y aura pas de bandits sur mon chemin. Nous avons la paix dans l'état de Zamfara grâce à cette amnistie. Il y a quelques mois, Hassan était un homme recherché. Il était l'un de ces bandits dont le simple nom fait frémir les habitants de la région. Il y a 8 ans, il a été pris dans la spirale de la violence. Ils ont mis le feu à mon village et tué mes parents. Qu'est-ce qu'on aurait dû faire? Attendre qu'ils continuent à nous attaquer? À la tête d'un groupe armé, il a tué, pillé et rançonné dans les villages alentours. Récemment, il a déposé les armes en échange de l'amnistie du gouvernement local. Avant, vous ne m'auriez jamais vu ici. Je vivais dans la brousse avec mes hommes. Aujourd'hui, les différentes communautés cohabitent et je peux me déplacer librement. Plusieurs dizaines de milliers de personnes ont fui depuis le début du conflit. En attendant de pouvoir regagner leur village, ils viennent grossir les camps de déplacés de la région. Malgré les annonces répétées des autorités qui incitent les réfugiés à retourner chez eux, Raïma refuse de quitter le camp. J'aime mon village, mais à cause de ces bandits, je ne pourrai jamais rentrer chez moi. Même s'ils ont déserté les grandes villes, ils sont toujours dans la brousse. Ils nous terrorisent. D'après l'ONU, 40 000 réfugiés auraient déjà rejoint le Niger voisin en 2019. Au Niger, la hiérarchie militaire a fait les frais de la dernière attaque du 9 janvier à Chinagoder qui a fait officiellement 89 morts et qui fait suite à celle de décembre à Inates qui avait, elle, coûté la vie à 71 soldats. Lundi, décision a été prise en Conseil des ministres de remplacer le chef d'état-major des armées, le chef d'état-major de l'armée de terre, l'inspecteur général des armées et le secrétaire général du ministère de la Défense. Au Bénin, le musée de Récade de Lobozumba, près de Cotonou, va accueillir vendredi 27 nouvelles récades, sabres et objets de culte-fond offerts par un collectif d'antiquaires parisiens. Ce geste matérialise le retour d'œuvres d'art premiers du patrimoine béninois issus de collections occidentales privées.
On termine en sport le championnat d'Afrique des nations masculins de handball qualificatif pour les Jeux olympiques 2020 se déroule du 16 au 26 janvier à Tunis. Les Tunisiens tenants du titre sont les grandissimes favoris du tournoi et veulent décrocher leur billet direct pour Tokyo. Ils totalisent, il faut le rappeler, 10 titres de champion d'Afrique sur les 22 éditions. Voilà, c'est tout pour ce 6h30. Je vous retrouve à 7h pour développer l'actualité internationale. C'est vrai, avec le même plaisir, on vous retrouvera dans quelques instants. Régis Kofi pour le Flash Inter. Et nous sommes déjà en compagnie de notre cher Lassina Ouattara, qui, toujours dans sa démarche pédagogique, nous donne des instruments et des rudiments pour pouvoir démêler le faux du vrai au niveau digital. Juste après jingle, on le reçoit. Bonjour Lassina. Bonjour. Comment Marco. ça va bien? Bonjour Alex. Ça va bien? Bien ou bien? Bien. Alors, comment reconnaître les faux comptes des réseaux sociaux et les faux sites web? Ça, c'est une grosse interrogation. On se pose la question tous les jours, on tombe toujours dans les pièges. Alors, c'est quoi d'abord un faux compte sur les réseaux sociaux? Alors, un faux compte sur les réseaux sociaux, c'est soit un compte Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, etc., qui, justement, n'a pas là, c'est quoi? Etc., ça peut être donc les autres réseaux sociaux, parce qu'il y en a, je veux dire, voilà. Il y en a une pléthore. Donc, on va dire simplement que c'est un compte Facebook, Twitter, Instagram et autres qui est susceptible éventuellement de produire de l'information, mais en réalité qui n'est pas de l'information juste, avec quelquefois on va dire, un certain nombre d'informations sur le profil qui ne sont pas également justes dans le but de tromper ou alors recueillir des données, en fait des données, quelquefois des données personnelles, des données privées. Ça rentre dans le cadre aussi des avatars. Ça rentre des avatars, tout à fait. Vous avez des gens donc, qui créent des avatars et qui, en général, ce qu'ils font, donc, ils produisent des informations qui ne sont pas justes, ils partagent des informations parce que ça a été juste créé pour cela. Et en général, donc, sur ces genres de comptes, soit Facebook, Twitter, vous allez voir qu'il y a une constante. Vous allez voir d'abord que la photo de profil, en réalité, donc soit il n'y a pas de photo de profil, soit c'est une image quelconque, soit c'est une image quelconque, etc. Ou alors, vous allez voir que la photo de profil imite, en fait, par exemple, la photo d'une star, d'une personnalité publique, d'un politicien, etc. et tout ça. Donc, en ce moment-là, vous allez voir que les informations qui sont distillées quelquefois n'ont autre but que de réellement désinformer ou alors se fait passer pour la personne dans le but quelquefois d'escroquer ou alors de tirer en fait, si vous voulez, des données personnelles. Quels sont les indicateurs? Quels sont les indicateurs? Qu'est-ce qui débat? Déjà, quels sont les petits détails? On dit toujours que le diable est dans les détails. Quels sont les petits détails qui devraient nous alarmer? Les détails qui devraient donc alarmer, sur Facebook, vous avez donc la partie à propos. Dans la partie à propos, ça veut dire que normalement, la personne a la possibilité donc de donner son, on va dire, toutes les informations, son numéro de téléphone, son mail, où est-ce qu'elle allait à l'école, quand il s'agit d'un profil, où est-ce qu'elle allait à l'école, avec qui, vous allez voir ses amis. Et en général, vous allez voir que ces amis, donc soit vous avez des amis en commun, soit vous n'avez aucun ami en commun. Et regardez quelquefois les dernières publications donc, de ce profil, que ce soit Twitter ou Facebook, vous allez voir que quelquefois, la dernière publication en réalité date de longtemps, ou alors même quand elle ne date pas de longtemps, vous allez voir que c'est une constante qui revient, c'est-à-dire c'est le même sujet que la personne partage quelquefois. Et il n'y a pas d'informations précises sur où est-ce qu'elle allait à l'école, où est-ce qu'elle habite, etc. Parce que la personne fait fi en fait de ça ou alors essaie réellement donc de ne pas se faire reconnaître. Donc un compte quelquefois qui est anonyme. Voilà. Et comme le compte il est anonyme, on a la possibilité donc à souhait de distiller de la désinformation, des informations qui ne sont pas justes. Et ça, c'est toujours dans le cadre des fausses informations. Mais pour rebondir concernant les avatars, il y en a qui existent mais qui donnent de bonnes informations sous de faux profils. Tout à fait. Alors, moi, ce que je dis toujours, c'est qu'Internet, c'est la vraie vie. Contrairement à ce qu'on dit, c'est qu'Internet, c'est la vraie vie. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas, dans la vraie vie, vous ne marchez pas avec, c'est pas moi, avec... la tête sur le... Voilà, c'est... à l'envers. Ou alors, quand vous, par exemple, quand vous marchez, ou alors vous voyez des gens, vous n'injuriez pas directement. Ce n'est pas des insultes on a besoin d'un écran comme ça. Voilà. C'est vraiment où on est aussi. Hein. Tout à fait. Donc, je veux dire, même quand on est sur Facebook, quand on est sur Internet, il y a une sorte de, quand même, la morale, je veux dire, continue d'exister. Après, vous avez des gens qui réellement donc, veulent rester anonymes pour des questions, quelquefois, de sécurité, pour des questions bien précises. Mais ça ne veut pas dire, évidemment, je pense qu'on est dans une société donc, transparente, en même temps de liberté. Ça veut dire qu'une fois que vous décidez de prendre la parole publique, donc de rendre votre parole publique, on doit savoir qui est derrière. Sinon, ça ne sert à rien réellement donc, de façon d'être
anonymes. On a vu avec, je vais dire, Wikileaks, on a vu avec un certain nombre de scandales, mais ceux qui avaient quelquefois ces informations n'ont pas eu besoin donc de se cacher avec les informations qu'elles détenaient, qui ont bel et bien publiées, parce qu'il s'agit de liberté d'expression, mais également donc d'une société démocratique transparente. On a besoin de savoir qui parle, surtout dans l'espace public. Hier, on a reçu un avocat, Maître Djelardjé Eric, qui nous a vraiment instruit, hein, c'était très enrichissant, sur les poursuites éventuelles, les poursuites judiciaires. Alors vous, du point de vue du journaliste spécialisé, est-ce qu'il y a des poursuites judiciaires envers ces personnes qui créent des comptes fictifs sur les réseaux sociaux? Alors, en réalité, il n'y a pas de poursuite judiciaire en tant que telle. Quelquefois, on peut tracer, bien sûr. Et une fois que ça porte peut-être atteinte réellement donc, à la cohésion sociale, atteinte à la dignité d'un homme, etc. Donc, on a le droit de porter plainte. Après, vous avez des services qui sont spécialisés, comme par exemple la DITT, la PLCC, qui sont chargés donc des traces technologiques, qui ont la possibilité de retrouver n'importe quel avatar. Et je le dis, c'est qu'aujourd'hui, et partout dans le monde, même si quand vous utilisez un avatar, même quand vous utilisez par exemple des numéros de téléphone anonymes, quelquefois pour diffuser de l'information, soit par SMS, de dire par exemple, attention à tel sujet, ou alors il y a telle personne peut-être qui a fait telle ou telle chose, quelquefois qui n'est pas juste, on a la possibilité donc de vous tracer. Voilà. Tout ce qui est aujourd'hui donc passe par la technologie, par le digital, à la possibilité d'être tracé jusqu'à ce que donc on retrouve la personne donc qui a émis en premier le message. Voilà. Alors, Lassine, tout à l'heure, vous nous parliez des signes avant-coureurs, des indicateurs et tout. Est-ce qu'on peut reconnaître facilement, sans apport d'un spécialiste, la fausseté d'un compte? Oui, la fausseté d'un compte, je pense qu'il y a la part des choses à faire. C'est qu'aujourd'hui, Twitter, Facebook ou Instagram ou l'ensemble des réseaux sociaux, donc il y a la certification. Le petit signe bleu, quelquefois, qu'on voit donc, sur les comptes, ça déjà, ça certifie que Facebook reconnaît que c'est un compte, on va dire, officiel, d'une personnalité, d'une institution, etc. Après, vous avez donc des comptes qui peuvent être créés quelquefois avec le même nom. Je pense que tout le monde a reçu ici la demande, on va dire, du footballeur Eto'o-Fils. Eh oui. Voilà, tout le monde l'a reçu. Nous y sommes tous passés, on est passés tous par là. On a décliné poliment. Vous l'avez décliné poliment, pourquoi? Il y a ce petit moment de fierté. Voilà. Et on me demande une demande. Bon, et puis après, oulala. Il faut savoir raison garder. C'est Toé, peut-être de France, c'est Toé et Toé, on confond. Alors pourquoi est-ce que donc vous l'avez décliné, vous n'avez jamais accepté? Non, parce que tout de suite, on se dit, c'est pas possible. Voilà. C'est gros. Non, et puis, non seulement tout de suite, on se dit, mais quand on jette un petit coup d'œil, un peu en profondeur, même pas trop en profondeur, on sent déjà les signes au niveau des photos, du nombre de photos, au niveau de... Voilà, et l'actualité en plus. Tout à fait. C'est que je pense que vous êtes en train d'avoir le réflexe, justement, donc, de la détection de faux comptes, de faux profils, en fait, sur Facebook. Parce que alors, moi, mon enfant, par exemple, qui veut aller sur Facebook pour la première fois, un enfant, mais l'enfant de quelqu'un qui a 15-16 ans, qu'est-ce qu'on lui dit pour savoir distinguer le bon grain de livret, digitalement parlant? Alors, je pense qu'il y a un travail d'éducation qui commence parce que la famille, c'est le premier milieu de socialisation. Absolument. C'est de pouvoir sensibiliser ses enfants avant même, quelquefois, de partir ou alors de se retrouver donc, sur Facebook, sur Internet. Le dit sur Internet, tout ce que vous allez voir, donc, ce n'est pas forcément juste. Et il faut vous méfier. Et par exemple, quelquefois, de petits conseils de dire, quand vous cherchez, par exemple, une star, il y a sa photo ou alors son profil avec le petit point bleu. Donc, c'est là qu'il faut partir et non chercher donc, des comptes qui vont quelquefois vous faire des demandes. Et en France, ça existe, c'est-à-dire que la sensibilisation des enfants, puisqu'on parle aujourd'hui de pédopornographie, voilà, etc. Donc, c'est des choses sur lesquelles je pense que de plus en plus chez nous, il faut pouvoir insister. Et puis, je pense aussi que l'école aujourd'hui, donc on va dire également milieu de socialisation, doit pouvoir, je vais dire, sensibiliser les enfants qui sont de plus en plus donc, de grands utilisateurs sur comment utiliser ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Parce que quelquefois dans nos écoles, c'est rare, on découvre la technologie avec beaucoup, on va dire, d'enthousiasme, de frénésie, mais sauf qu'on ne sensibilise pas forcément toujours. Donc les enfants, on peut prendre pour étudier, pour faire des recherches, on peut également donc communiquer avec ses amis, mais également c'est qu'il y a le revers de la médaille, on peut passer plus de temps dessus, donc on n'arrive pas à étudier ses leçons, on n'arrive pas, donc voilà, on peut peut-être être en contact avec des personnes qui ne sont pas forcément donc des personnes, on va dire, saintes et saines. C'est vrai, c'est d'autant plus vrai ce que vous dites parce que ça devient tendance maintenant dans les programmes scolaires. On fait informatique, mais quel genre d'informatique est destiné aux enfants? À quelle fin? Comment c'est organisé? C'est notre paire de manches. Parlons maintenant des sites web. Comment détecter un faux site web? Alors, un faux site web, c'est d'abord l'URL. L'URL, c'est l'adresse. On vous dit par exemple www.rti.ci. On vous dit par exemple 3 fois je ne sais pas moi, gouv.ci. Donc, vous avez la possibilité de vérifier. Et maintenant, vous avez quelquefois ce qu'on appelle sur les sites, tout ce qui est mention légale.
aujourd'hui, de plus en plus, c'est que quand vous allez sur des sites ivoiriens, vous n'allez pas avoir de mention légale parce qu'on ne se conforme pas encore aux législations. Je pense que quand on regarde, c'est à peu près 7% des sites web qu'on a en Côte d'Ivoire qui sont conformes. Mais je pense qu'il va falloir se mettre tout à fait. 7% qui sont conformes parce que donc, il y a les mentions légales, il y a les conditions générales d'utilisation, il y a tout ce qui est politique de confidentialité. Et quand vous avez quelquefois un site web, parce que en fait, c'est une contrainte et ça vous met face en fait, à tout ce qui est, on va dire, code réglementaire. C'est-à-dire que les mentions légales, c'est par exemple qui est derrière ce site web, où est-ce qu'on le trouve, où est son siège, qui est son hébergeur, qui contacter, quel est le numéro de téléphone. Donc tout ça, si éventuellement, quand vous allez sur un site internet, vous ne voyez pas toutes ces mentions, vous pouvez vous dire déjà que il y a un peu de doute quand même. Et c'est pour cela d'ailleurs que quelquefois à l'international, c'est que les sites internet ivoiriens ou alors quelquefois africains ont du mal à se positionner dans tout ce qui est, on va dire, tout ce qui est recherche en réalité sur Google. Parce que comme vous n'avez pas de mention légale, ça veut dire que vous n'êtes pas conforme à tout ce qui est législation internationale en matière donc, de protection des données et tout cela. Alors que quelquefois, vous allez recueillir des données parce que donc il y a la newsletter, etc. Donc, quand vous n'avez pas ça déjà, ça c'est un signe. Deuxième chose, c'est que vous avez aujourd'hui nos confrères de Le Monde qui ont, en fait, si vous voulez, mis en place une sorte d'outil qu'on appelle Décodex. Avec Décodex qu'on voit en ce moment donc à l'antenne. Avec Décodex, vous rentrez donc l'URL d'un site internet. Et si c'est un site internet donc, qui produit en fait des fausses informations, donc il va vous dire tout de suite, par exemple, le Garofi, on va vous dire le Garofi est un site satirique, etc. Donc voilà, il ne faut pas se fier aux informations que vous voyez, ainsi de suite. Et vous avez la possibilité également donc, de leur soumettre quelquefois des informations ou alors même de leur soumettre des sites web. Merci infiniment à vous. C'est très important, très enrichissant ce que vous nous permettez d'avoir là. J'imagine qu'à la fin de la saison, le 26 juin 2020, on sera moins bête concernant ces sujets. Merci infiniment à notre cher Lansina Ouattara. N'oubliez pas que Matin Bonheur, aujourd'hui, mercredi, on parle de famille. Et dans le volet famille, nous serons en compagnie de notre spécialiste, Joe Frédéric Zabi, qui nous parlera bien sûr de comment étudier avec nos enfants. Mais sur ce plateau, notre coach est en train de s'installer et avec lui, nous allons parler des personnes qui ont des caractères difficiles. On va aller vite dans le vif du sujet. Bonjour Serge. Bonjour Marcelin, bonjour Alex. Bien habillé, toujours élégant. Oui. Merci, je suis aux traces. Sur les traces de Marcelin. Alors, on va essayer là de rentrer maintenant dans votre esprit et d'avoir la substance de votre, on va dire, de votre expertise pour savoir comment traiter avec des personnes de caractère difficile. Si on a un jingle, on y va. Voilà. Alors, la question est toute trouvée. Alors, je veux déjà dire une chose pour commencer, c'est que vous savez que c'est une très bonne nouvelle d'avoir des personnes de caractère difficile. Ah oui? Ah bon? Oui, une très bonne nouvelle. Déclinons. Alors, vous savez, on a l'habitude de dire que ce sont les difficultés qui nous grandissent. Et ceux-là qui ont des caractères difficiles sont des personnes qu'on appelle les challengers sociaux. Vous savez, nous tous, nous savons que pour pouvoir atteindre un certain niveau d'excellence et de performance dans tout ce qu'on fait, il faut pouvoir passer des épreuves. Ça se voit même dans notre système scolaire, éducatif et tout. Donc, c'est à travers les épreuves qu'on est justement évalué et qui nous permet de passer à un certain niveau. Beaucoup de gens fuient les personnes de caractère difficile parce que c'est vrai, ça fait mal, c'est difficile, c'est dur parfois, mais c'est comme ça qu'on grandit. Et quand on fuit tout le temps ces personnes-là, on se retrouve souvent à des étapes de la vie où on les rencontre et on ne peut pas fuir. Imaginez quelqu'un qui a fui les gens difficiles, il va rencontrer un conjoint qui est difficile. Ou il rencontre un enfant qui est difficile. Voilà, donc, ou alors dans une entreprise où on n'a pas forcément le choix pendant un certain moment. Donc, c'est important de pouvoir affronter ce challenge-là. C'est très important. Donc, c'est vraiment la première bonne nouvelle que je voulais apporter ce matin. Alors, si vous avez des gens difficiles autour de vous, souriez parce que c'est une bonne nouvelle pour vous. C'est une opportunité. Donc, au lieu de dire des gens à caractère difficile, ce sont des personnes en face des challengers. Des challengers. Des personnes à défi. Voilà, des personnes à défi. Des challengers. Des personnes à défi. Alors, le caractère difficile se décline comment concrètement? Quels sont les indicateurs? C'est un thème justement dans ce contexte-là qui est assez relatif parce que ce que moi je vais traiter de difficile ne sera pas difficile pour vous. Mais une chose est sûre, c'est vraiment quelque chose qui vous cause de la difficulté dans vos rapports avec quelqu'un. Donc après, chacun va l'interpréter comme il veut. C'est peut-être quelqu'un qui estime que l'autre n'est pas souriant, il le trouve difficile. L'autre verra que c'est parce que c'est quelqu'un qui n'est pas courtois ou c'est parce que c'est quelqu'un qui parle mal, c'est quelqu'un qui est violent, offensif, voilà, ainsi de suite. Donc ça dépend de chacun. Mais une chose est sûre, peu importe le jugement que vous faites de cette personne-là, il y a possibilité de traiter avec la personne et d'en faire un ami. J'ai l'habitude de dire, je l'ai dit dans mon avant-dernier livre, où je disais qu'on n'est pas
on ne sera pas forcément amis avec tout le monde, mais on peut être en paix avec tout le monde. Ouais. Ça, c'est possible. C'est très important. Voilà. Donc, c'est comment y arriver? Quels sont les éléments à mettre en place pour que cette relation-là puisse connaître une certaine paix, même si la personne peut vous en vouloir, je ne sais pas quoi, mais vous pouviez être en paix et vous allez finir par influencer la personne et influencer la relation. Coachez-nous à ce sujet, donc. Alors, la première chose à faire quand on a affaire à ce genre de personnes, la première chose à faire, c'est surtout éviter de faire la victime. Vous savez, il y a une différence entre être victime et faire la victime. On peut être victime sans réagir comme une victime. Réagir comme une victime, c'est voilà quoi, c'est se présenter comme une personne qui est en train de subir, on va dire, un supplice, qui est en train de subir une souffrance. Non, on peut recevoir des coups, mais réagir différemment. Pourquoi c'est important ici? Parce que les gens, parfois, qui ont des caractères difficiles, qui ont tendance à blesser les autres, qui ont tendance à offenser les autres, sont souvent nourris par votre attitude. Donc, quand vous faites la victime, quand vous réagissez comme une victime, vous nourrissez l'envie de la personne de continuer. Donc, il faut travailler à être impassible. Il faut travailler, bien sûr, ça demande une certaine maturité émotionnelle, mais il faut avoir du recul et puis ne pas se laisser, on va dire, dominer par cette attitude-là. Ça ne nécessite pas forcément d'entrer tout de suite dans le conflit ou dans la violence, mais c'est vraiment prendre du recul et de ne pas montrer ce côté faible, ce côté victime vis-à-vis de cette personne. Concrètement, ça donne quoi? Quelqu'un a un caractère visiblement difficile, c'est avéré, on le sait, et en face de ça, vous souriez toujours avec cette personne, vous êtes toujours courtoise avec cette personne, c'est ça? C'est ce qu'on doit faire? Pas systématiquement courtoise. Pas systématiquement courtoise, parce que souvent, être courtois sur le coup peut paraître faible, oui, mais ça peut donner un mauvais message. Donc, l'idée ici, ce n'est pas d'être systématiquement courtois, mais c'est d'être impassible vis-à-vis de l'attitude de la personne. On dit on dame, quoi. On dame, quoi, voilà. Ça, c'est très important. Ça donne un message fort à la personne et ça peut amener la personne à vous voir différemment. Donc, déjà, il faut éviter de faire la victime. On la laisse dans son monde. On la laisse dans son monde, ne pas entrer dans son jeu, et ça, c'est important. Deuxième chose qu'il faut faire, et ça, c'est très important, il faut travailler à se donner suffisamment de respect. Vous savez, beaucoup de gens dans ce monde-là espèrent avoir du respect. Mais je vous assure que personne ne vous donnera plus de respect que ce que vous-même vous donnez. Et comment on se donne du respect? Avec la dernière vidéo qu'on a vue, je me suspends maintenant cette année. Comment on se donne du respect pour ne pas frôler ça? Parce qu'après, tu te prends trop. Alors, c'est ce que les psychologues appellent l'estime de soi. C'est vraiment la valeur qu'on se donne à soi-même. Vous savez, on est dans un monde où la plupart des gens cherchent la validation des autres. Ils espèrent qu'on nous respecte, ils espèrent qu'on nous apprécie, ils espèrent qu'on nous dise on est bien. Ouais, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on espère avoir des likes des autres. Mais il faut se liker soi-même d'abord. Donc, c'est important de se donner de la valeur. Et je vous assure, vous allez confirmer ça par expérience. Quand vous rencontrez quelqu'un qui se respecte, ça vous donne systématiquement, naturellement envie de respecter cette personne. Parce que le message que la personne vous véhicule, même de façon inconsciente, c'est la personne se respecte tellement que vous êtes forcé de respecter la personne. On utilise souvent le terme « il force le respect ». En réalité, ce sont des gens qui sont... En Afrique, on dit « il se prend trop ». Il ne s'assoit pas avec nous, il est dans son coin, il est trop propre, il se prend trop. Non, il ne faut pas tomber dans l'autre extrême. Quand on ne connaît pas quelqu'un, il se prend trop. Il ne faut pas tomber dans l'autre extrême. L'idée ici, ce n'est pas de se mettre au-dessus des autres. L'idée ici, ce n'est pas de, effectivement, trop se prendre. L'idée ici, ce n'est pas de montrer qu'on est différent, mais c'est surtout de se donner de la valeur à soi-même. On peut se donner de la valeur et puis garder sa simplicité. On peut se donner de la valeur et donner de la valeur aux autres. On peut se donner de la valeur, sourire avec les autres, s'asseoir avec les autres, mais c'est un état d'esprit. C'est une façon de se voir. Je suis conscient de ma valeur, je me respecte et ça se sent dans ma manière de me tenir, dans ma manière de m'habiller, dans ma manière de me traiter, dans ma manière de m'adresser aux autres. Ça se sent tout de suite. Et les autres reçoivent ce message-là et ils ont envie tout de suite de me retourner ça. Comment de manière palpable on le décline ou on arrive à le matérialiser avec une communauté? De quelqu'un qui se respecte et se fait respecter. Quelqu'un qui se respecte, naturellement, comme j'ai dit, ça va commencer par les petites choses. Par votre manière de vous voir, par votre manière de vous tenir. Quand vous arrivez en public, vous tenez droit, par votre manière de saluer les autres. Hé les gars, on dit quoi? Voilà, donc tout ça dénote du respect que vous avez pour vous-même. Donc c'est vraiment quelque chose qui se passe dans votre tête. Mais quelle est la limite avec ce que vous dites et ce qu'on dit en Côte d'Ivoire, chez nous, en Afrique en général, il se prend trop? Il y a une limite là. Ouais. Je ne sais pas si vous voyez un peu de quoi. Vous voyez un peu, non? Justement, il y a une limite entre le gars cool et le gars... Voilà. Alors, je pense que la limite, comme vous dites, ça va se situer dans votre façon d'interagir avec les autres, votre façon de traiter les autres. C'est vrai que parfois, les gens vont vous juger uniquement par apparence. Ils vous voient, ils ne vous connaissent pas, ils disent des choses. Sans le connaître. Mais quand ils vont entrer en contact avec vous, dans votre manière de les traiter, là, ils vont se rendre compte que vous n'êtes pas ce gars qui a tendance... c'est comme ça, il est simple, voilà, il est simple. Donc, c'est vraiment dans votre façon de les traiter que la différence va se faire. Voilà. Mais après,
une chose est sûre, on ne va pas passer le temps à savoir qui pense bien de moi. Voilà. Malheur à vous si les gens ne disent que du bien de vous. Donc, ne cherchez pas à convaincre les gens. Soyez qui vous êtes, soyez fiers de qui vous êtes. Après, si vous avez la possibilité de l'exprimer devant des personnes, vous le faites. Si d'autres personnes ont envie de vous juger, qu'ils continuent. Continuez votre vie aussi. Voilà. Mais c'est surtout comment vous prenez, la valeur que vous vous donnez et comment vous vous considérez. Parce que ça, c'est très important dans la façon dont les gens vont vous traiter. Donc, donnez-vous du respect. C'est fondamental. C'est un travail qu'il faut faire. Ça s'apprend à travers les livres, c'est du coaching, c'est de l'autosuggestion. Comment on coach quelqu'un qui a besoin de respect, qui a un caractère difficile, qui vient vous voir? Ah, franchement, j'avoue, hein, je reconnais. Les gens disent que je suis divin, mais moi-même j'ai vu. Qu'est-ce que vous lui dites? L'état des lieux, vous faites quoi? Comment? Alors, non, l'état des lieux, tout de suite, c'est de définir ce que la personne veut, naturellement. Je veux, qu'est-ce que vous voulez? Donc, on va amener la personne à dire, elle va dire, ah, je veux avoir de bonnes relations avec les gens, je veux plus qu'on se plaigne de moi. Avec mon mari, avec ma femme, voilà, avec mes enfants. voilà. Après, c'est d'amener la personne à prendre conscience de ses comportements, conscient comme inconscient, qui l'emmène justement à saboter ses relations. Et quand on amène la personne à prendre conscience de ces choses-là et que la prise de conscience est là, on fait un plan de travail pour l'aider à pouvoir corriger ces différents comportements-là. Mais c'est vraiment quelque chose qui va impliquer le concerné lui-même et qui va commencer progressivement à travailler. Ça ne sera peut-être pas facile au départ parce que ça peut être une habitude qu'il entretient depuis de longues années, mais justement le fait de s'engager à faire le travail avec le temps, mais ça finit par être corrigé. Vous avez parlé de quelque chose de très important, s'engager, ça veut dire c'est une décision à prendre. Et dans un autre aspect, on a parlé au niveau communautaire avec d'autres personnes, on ne va pas forcément toujours s'expliquer, se justifier. Ouais. Mais dans le cas d'un couple où on est en face d'une personne qui est difficile, où on a envie de rester avec, c'est vrai que le divorce, ça existe, mais on a envie de rester avec, comment emmener l'autre à revenir sur les rails? Alors, comment emmener l'autre à revenir sur les rails? Une chose est sûre, c'est un élément que j'allais aborder tout à l'heure, justement le volet communication. Parce que quand la personne est difficile et que la personne vous fait mal, bien sûr, j'ai dit qu'il faut être impassible, mais à un moment donné, il faut communiquer ce qui vous dérange. C'est très important. C'est vrai qu'au départ, vous allez faire le travail préalable, à savoir ne pas vous montrer victime, il faut vous donner de la valeur. Mais après, il faut trouver le moyen de communiquer ce qui vous dérange. C'est très important. Parce que si vous ne communiquez pas, il se peut que la personne ne soit même pas consciente, que la personne soit dans un autre monde. Donc, il faut trouver le moyen de communiquer. Justement, dans le cadre d'un cours comme Alix l'a demandé tout à l'heure, c'est de communiquer avec votre partenaire sur ces questions. Et de dire à la personne, voici, justement, dans cette communication-là, il y a des éléments qui sont très importants. Il ne faut pas présenter la personne comme une personne qui est en train de vous faire souffrir, ou alors, comme disait quelqu'un, le tu qui tue. On utilise le mot tu m'as fait ceci, tu m'as fait ceci. C'est ce qu'il faut éviter, mais c'est d'exprimer vos sentiments par rapport à ce que la personne fait, mais dans le calme. Donc, dans un cadre bien approprié, vous dites à la personne, voici ce qui me dérange dans notre relation. J'aimerais qu'on ait, et là en ce moment, vous présentez votre vision des choses, j'aimerais qu'on soit en harmonie, nous sommes mariés ou nous sommes en couple, j'ai besoin qu'on ait une relation beaucoup plus harmonieuse, beaucoup plus responsable, sans forcément entrer dans ce genre de choses, parce que si la relation marche bien, c'est dans notre intérêt tous les deux. Et donc, j'aimerais qu'on trouve ensemble les moyens de pouvoir harmoniser notre couple et puis avancer avec. Mais donc la communication sera un élément très important. Alors, rapidement, j'aimerais qu'on puisse terminer sur ça. Quand on dit personne compliquée, la vie même nous impose parfois des difficultés dans notre parcours. Au niveau de l'adolescence, à la crise d'adolescence, au niveau de la quarantaine, la fameuse crise de la quarantaine, et au niveau de la puberté, la ménopause pour les femmes, tout ça. Est-ce que ça vient aussi dans ce package de personnes difficiles? Oui, bien sûr. Il y a certaines modifications chimiques, hormonales qui peuvent effectivement affecter le comportement de certaines personnes. Et c'est en ce moment-là que vous, en tant que personne qui est touchée par l'attitude de la personne difficile, c'est d'essayer de la comprendre. Essayer de la comprendre parce que parfois on tombe trop vite dans le jugement. Et justement, avant d'aborder la communication, si vous ne comprenez pas la personne, vous n'allez pas bien communiquer. Si vous allez communiquer avec une personne sans la comprendre, vous allez aller sur la base de vos préjugés, de vos idées préconçues, et vous allez commencer soit à mal vous exprimer, à mal aborder le sujet, et puis ça peut envenimer la situation. Donc, il faut comprendre la personne, savoir que la personne vit des réalités que vous ne comprenez pas forcément, ou alors que vous avez compris plus ou moins, et vous devez faire avec, et puis peut-être réussir cette communication-là, tout simplement. Merci infiniment, coach. Maître Mo, la compréhension et puis l'avenance, pourquoi pas. De la résilience aussi, c'est important. On passe tout de suite au dernier flash de Régis Kofi.
C'est l'heure de l'actualité internationale. Merci de nous suivre. En France, après avoir poignardé un policier intervenu pour s'interposer lors d'une bagarre à Marseille, un adolescent de 17 ans a été mis en examen puis remis en liberté. L'avocat du garçon a approuvé l'enquête policière et a pointé du doigt que l'agent de police avait des choses à se reprocher. Toujours en France, après plusieurs mois de crise, les médecins et chefs de service des hôpitaux publics mènent une mobilisation de nouveau genre. Hier, plus de 1200 d'entre eux ont démissionné de leurs fonctions administratives pour alerter le gouvernement sur la crise hospitalière. En Australie, les autorités ont lancé une opération de distribution de nourriture par hélicoptère nommée Opération Rock Wallaby. Le but est d'aider les animaux à survivre pendant la période suivant les importants feux de forêt qui ravagent des parties de l'Australie depuis septembre, qui détruisent la végétation et les ressources de nourriture. Aux Philippines, le volcan Taal pourrait continuer pendant des semaines à cracher des cendres et de la lave au sud de Manille, ont averti les autorités, ce qui risque d'empêcher le retour de milliers de personnes qui ont évacué de crainte d'une éruption de grande ampleur, des montagnes de fumée assez spectaculaires que vous apercevez grâce aux images de l'AFP. À Ramallah, cela fait plus d'une décennie que le Conseil législatif palestinien s'est réuni pour la dernière fois en raison de luttes intestines entre le Fatah du président palestinien Mahmoud Abbas et les islamistes du Hamas. Les deux camps évoquent la perspective de nouvelles élections, les premières depuis 2006. Mais pour l'instant, Ramallah, en Cisjordanie, occupée, la principale institution politique palestinienne, a des airs de fantôme. Au Liban, au 90e jour d'un mouvement de contestation sans précédent, les Libanais sont de nouveau dans la rue. Ils continuent de protester contre la crise économique et financière qui s'est dégradée ces dernières semaines. Ils dénoncent notamment une pénurie de dollars qui a conduit les banques à réduire drastiquement les retraits et les transferts à l'étranger. En outre, des dizaines de milliers de personnes ont perdu leur emploi ou vu leur salaire divisé par deux. Des heurts ont éclaté en soirée devant la Banque centrale entre la police et les manifestants. La ville colombienne de Bucaramanga, au nord du pays et proche de la frontière vénézuélienne, est connue pour ses parcs. À cause de la crise qui frappe son voisin, ces espaces verts sont devenus un dortoir à ciel ouvert pour les nombreux migrants vénézuéliens du pays. Là, ils dorment, travaillent et demandent de l'aide pour survivre. En Angleterre, à l'issue d'une réunion de crise, la reine Elisabeth II et la famille royale ont accordé une période de transition au prince Harry et à son épouse Meghan vers leur nouvelle vie. Le couple royal pourra vivre entre le Royaume-Uni et au Canada. Meghan, née aux États-Unis, pourrait envisager de reprendre sa carrière d'actrice. Dans un communiqué distinct publié lundi, William et Harry ont démenti ensemble un article paru dans le quotidien The Times, citant une source anonyme selon laquelle William n'aurait pas accueilli chaleureusement Meghan au sein de la famille royale. On termine avec ces images impressionnantes de l'AFP. Environ 1 million de pèlerins hindous et sadhus, ce qui veut dire hommes saints, se rassemblent au confluent du Gange de la baie de Bengale pour se baigner à l'occasion de Makar Sankranti, un jour saint du calendrier hindou, considéré comme ayant une grande signification religieuse dans la mythologie hindoue. Très belle journée à toutes et à tous. Merci très cher Régis, merci à vous également d'être avec nous pour ce dernier couloir de cette émission qui sera à son apogée maintenant avec notre dernier invité, Joe Frédéric Zabi. C'est le coach avec qui nous allons parler aujourd'hui de comment étudier avec son enfant, faire en sorte que son enfant puisse réussir et bien apprendre ses leçons. C'est juste après ce générique.
lancement de la thématique avec sourire. Et c'est avec ce même sourire que nous recevons Dr Geoffrey Xabi. Bonjour. Bonjour Alix, bonjour Marco. Bienvenue. Alors, on va toujours rester dans la démarche des cas pratiques que vous nous soumettez par le truchement, bien sûr, de la rédaction en chef et démarrer ce premier cas avec celui-ci. Je suis Liban Ludovic, élève en classe de première. Je me prépare à un concours de génie en herbe. J'ai une foule d'informations à retenir. Je veux pouvoir les garder, me les rappeler au moment opportun et surtout les garder à vie. Comment m'y prendre, docteur? Il faut dire à Ludovic que, que mémoriser, c'est un exercice qui doit s'apprendre. Ça s'apprend et ça s'entretient. Ça, il faut déjà qu'il le sache. Il faut qu'il sache également que mémoriser nécessite du repos. Beaucoup de repos et beaucoup d'exercices et de sport aussi. Donc, ça, c'est vraiment le préalable pour bien mémoriser. Comme il a une foule d'informations à mémoriser, il faut qu'il sache que le cerveau humain fonctionne un peu comme un placard où on range des vêtements. Dans le placard, les vêtements qu'on porte tous les jours sont à portée de main. Et les vêtements qu'on n'utilise qu'à des occasions particulières comme des grandes cérémonies, en général, on les classe dans une valise qu'on dépose au-dessus du placard en général, parce qu'on n'y a pas recours de façon usuelle. Le cerveau fonctionne de la même façon. Les informations, on les a en foule en général. Et elles sont tout de suite stockées dans la mémoire à court terme, dans la mémoire de travail. Et l'exercice, c'est qu'après, le cerveau les ramène, parce que la mémoire à court terme n'a pas une grande capacité, la mémoire va les rétrocéder à la mémoire à long terme. Et l'enjeu, c'est de chaque fois avoir recours à la mémoire à long terme pour ramener les informations dans la mémoire à court terme pour qu'on puisse les utiliser de façon usuelle. Donc, il faut pouvoir entretenir le réseau de neurones que prend l'information. Comprendre que c'est... Je vais vraiment simplifier les choses pour que les parents puissent comprendre. La maintenance du cerveau. On parle de circuits, de tout. Voilà. Donc, les informations, quand elles sont stockées dans la mémoire à long terme, pour qu'elles reviennent dans la mémoire à court terme, elles prennent en fait une voie. Cette voie-là, c'est la voie des neurones. Et plus l'information prend la même voie, plus ce réseau-là est stable et solide. Donc, les informations restent. Donc, il faut que l'information soit répétée. C'est à force de répétition que l'information reste. Pas à force d'étudier beaucoup en une seule fois, non. Donc, dans son cas précis, ce qu'il y a à faire, le conseil que je peux lui donner tout de suite, c'est de classer les informations par catégorie. Regardez comment l'ordinateur, par exemple, fonctionne. Quand vous ouvrez votre ordinateur, tout de suite, vous avez des informations en vrac sur le bureau. Et en général, ces informations-là, quand vous en cherchez une, vous mettez beaucoup de temps à la trouver parce qu'il faut fouiller. Or, si vous rangez les informations dans des dossiers, vous allez voir que c'est très facile. Vous pouvez avoir un gros dossier comportant un sous-dossier, comportant un sous-sous-dossier, ainsi de suite. Donc, c'est de classer les informations par catégorie. Je prends un exemple. Ludovic a par exemple des informations portant sur des animaux, des fruits, des végétaux, des humains, des pays, etc. Il a tout ça à retenir. Qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse? Il faut qu'il classifie. Je mets le groupe des animaux, le groupe des humains, le groupe des pays, le groupe de ceci. C'est plus facile. Je compte, j'ai le nombre et je retiens les choses en fonction des catégories. Quand je fais cet exercice-là, je me répète l'information avant de dormir. C'est très important. Parce qu'une information qui est reprise 2 fois par le cerveau dans les 24 heures, le cerveau considère que c'est une information qui est usuelle, qu'on peut utiliser de façon récurrente. Donc, le cerveau a tendance à la retenir pour 1 semaine au moins. Donc, il faut toujours retenir l'information, faire en sorte que l'information soit gardée dans notre mémoire, soit répétée avant de dormir. S'il fait un cours aujourd'hui, il ne faut pas qu'il attende de reprendre le même cours là 3 jours après ou 4 jours après. Il faut qu'avant qu'il ne dorme, dans les 24 heures, qu'il revoie ce cours-là, soit en le synthétisant. L'exercice de la synthèse permet en fait une bonne compréhension. Et quand on a compris, on essaie de répéter. Je dis le principe, il faut qu'il retienne ça. L'information reste dans la mémoire à force de répétition. OK. Merci, ça c'est dit. J'espère que Liban Ludovic qui nous suit est satisfait de la réponse du coach. Alors, deuxième cas, je suis M. Dickett de Jacquesville. Ma fille a 16 ans et est en terminale C. Elle n'étudie pas. Mais dans sa chambre, je reprends tel que c'est écrit, dans sa chambre, elle a des trucs bizarres écrits partout. Par exemple, j'ai trouvé des bouts de papier sur l'un d'eux, elle a écrit 2 pierres.
Au lieu d'étudier, c'est l'affaire de Bible qui est dans sa tête. 2 pierres, à quoi avoir avec terminal C? Monsieur Diekette, Jacquesville. Monsieur Diekette est le prototype de tous les parents en général. Ils veulent que les enfants étudient exactement comme eux, ils ont étudié. Ils oublient que les enfants n'ont pas les mêmes potentiels que eux, n'ont pas les mêmes façons d'étudier que eux. Donc, il faut que, j'allais dire en griffe, lâcher un peu le langage, il faut qu'il relâche les baskets à sa fille, en fait. Parce qu'elle a sa façon à elle de pouvoir retenir ses leçons. Ce qu'elle est en train de faire ici, que lui ne voit pas, parce que certainement il n'est peut-être pas habitué à ça, c'est que la bonne dame, elle s'écrit des indices de récupération. C'est-à-dire que dans le cerveau, il y a une façon particulière de mémoriser les informations. Et le truc, c'est que le cerveau prend des informations qu'on connaît déjà, les met en connexion avec des choses qu'on a envie de connaître, qu'on ne connaît pas, mais qu'on a envie de connaître. Et c'est sur la base de ces connexions que le cerveau établit, que le cerveau retient. Par exemple, j'ai envie de retenir une information, ou bien quelque chose m'est arrivé au sein de la RTI ce matin, je n'oublierai pas, chaque fois que je serai en train de passer devant la RTI, cet événement va me revenir en mémoire. Pourquoi? Parce que mon cerveau a fait une connexion entre la RTI et cet événement précis. C'est ce que la jeune fille a fait. Ça, c'est un exemple. Il y a plusieurs autres façons de faire des connexions, de s'écrire des indices de récupération. Regardez par exemple au niveau de la maternelle, comment les maîtresses font pour faire retenir certaines choses à nos enfants. On dit par exemple, pour montrer la succession des jours aux enfants, leur dire que lundi vient après, mardi vient après lundi et mercredi après mardi, jeudi après mercredi, etc. On leur fait apprendre par exemple des petites chansons. C'est ça. Lundi. Bonjour lundi. Bonjour, comment ça va mardi et mercredi? Exactement, Marco. Là, tu me ramènes à la maternelle. Merci beaucoup. C'est une façon excellente d'apprendre ces leçons en ne faisant pas beaucoup d'efforts. C'est-à-dire que la succession ici, elle est apprise à travers, par exemple, cette récitation. Donc, quand vous êtes un élève, que vous avez des informations à retenir, il faut toujours se créer soi-même ses propres indices de récupération. L'exemple que M. Diekette donne ici, moi je me rappelle que quand j'étais au lycée, le 2 pierres dont il est en train de parler, c'est une formule mathématique. 2 pi multiplié par R multiplié par R. Donc pour retenir ça, on s'est dit 2 pierres. 2 pierres, ça n'a rien à voir avec la Bible. Donc quand elle dit 2 pierres, lui il ne sait pas que c'est une foule d'informations que sa fille a synthétisées en une petite phrase 2 pierres. Donc il ne faut pas que les parents pensent que parce qu'un enfant n'est pas assis autour d'une table d'études pendant 4 heures, il n'étudie pas. Non, ce n'est pas vrai. Il a juste sa façon à lui d'étudier. Chacun a sa matrice d'intégration du savoir. Alors, autre cas à vous soumettre ce matin. Chaque fois que mon fils s'assoit devant son cahier, il dort. Il n'aime pas étudier. Et je me plains, oh, je me plains. Mais rien, ça ne change pas. Quand j'en parle, il me dit ceci. Tout se passe bien en classe. Moi, j'ai été élève aussi. Ce petit me prend pour un idiot. Il a de bons résultats. Peut-être qu'il triche. Encore le problème des parents avec les enfants. La compréhension des parents qui n'a rien à voir souvent avec la réalité et qu'on veut forcément voir notre enfant copier. Notre enfant n'est pas nous. Il faut qu'on le retienne en tant que parent. Notre enfant n'est pas nous et nous ne sommes pas notre enfant. Donc, quand vous me citez ces cas-là, je me revois personnellement quand j'étais au lycée encore. Parce que cet enfant, il est un peu ma photocopie ici. Ah oui. Oui, c'est comme ça que j'apprenais. Moi, ce qui se passe au niveau de cet enfant, c'est qu'en classe, il faut participer. C'est une façon de mémoriser, d'apprendre. Il y a des enfants qui participent. Ils posent 1001 questions en classe. Le professeur donne les explications en rentrant dans les détails. Ça lui permet d'établir ses connexions à lui pour mémoriser. Premièrement, participer. Deuxièmement, prendre des notes explicatives. Et il fait des connexions entre ce qu'il a eu comme information, les explications. Troisièmement, il faut qu'il reprenne dans ses propres termes ce que le professeur lui a donné comme information. Donc, quand on lui donne une information, il reprend cette information-là dans ses propres termes. C'est l'une des meilleures façons d'étudier. Moi, quand j'étais au lycée, tous ceux avec qui j'ai fait le lycée, ils peuvent en témoigner. J'étais toujours premier de la classe. Non, je n'irai pas dire ça. Parce qu'on est devant des caméras, les gens, ils parlent de quoi? Mais la promotion suit, ça c'est clair. Ceux avec qui j'ai fait le lycée, ils savent de quoi j'étais capable. Mais ce que je veux que les parents retiennent ici, c'est un peu ce qui est relatif au cas présent. C'est-à-dire qu'en classe, tout le monde me traitait de quelqu'un qui pose trop de questions inutiles.
Mais en fait, ça leur paraissait inutile, mais pas pour moi. Parce que c'était des détails que moi, j'avais envie de savoir. Et quand je prenais mes notes, quand je sortais du cours, ce que j'avais comme habitude, et je l'ai gardé jusqu'à aujourd'hui, c'est de toujours chercher un ami à qui je vais expliquer le même cours. Donc, je lui explique le cours. Ah oui, tu sais, quand le prof, en reprenant les choses dans mes propres termes, en me donnant des exemples qui ne sont pas les exemples du professeur, en reprenant les choses encore dans mes propres termes. Donc, quand je réussis à lui expliquer à une personne, je l'ai fait à 2 personnes. Quand je l'ai fait à 3 personnes, je ne m'assois plus derrière un cahier parce que tout reste dans ma mémoire. Et je n'ai plus besoin d'ouvrir mes cahiers, en tout cas pour l'instant. Donc, en général, ce sont des essais, un exercice que je reprends dans le temps. Parce que encore, et là peut-être s'il y a un cas qui est relatif à ça, on apprendra qu'il y a des délais d'apprentissage. Okay. Donc, son enfant ici apprend, sa fille apprend, elle apprend en classe. Elle n'a pas besoin de s'asseoir, oui, les résultats le témoignent. À 16 ans, elle a quel âge, 16 ans? C'est ça, exactement. À 16 ans en terminale C, ça veut dire qu'elle n'est pas idiote du tout, pas du tout. Alors, il faut que, les parents doivent comprendre qu'il faut juste qu'ils découvrent le type de mémorisation de leur enfant, son système de mémorisation. Quand on a découvert ça, on le travaille au lieu de vouloir que l'enfant étudie comme les autres ou bien comme nous. Ça, c'est une erreur. Il peut le réussir parce que le cerveau humain est fait de sorte que quand tu lui donnes un ordre, il exécute l'ordre. Donc, si vous dites à votre enfant d'apprendre d'une façon particulière, voilà, il peut le faire. Mais ce serait idéal s'il reste dans sa façon à lui. Alors, un autre cas, je suis Jean-Marc de Bloléquin, mon fils de 19 ans en terminale me demande de l'aide. Pourtant, je ne connais pas Papio. Face à ce qu'il me pose comme question, je ne comprends pas. J'ai honte aussi de demander à mon voisin qui est dans le quartier, qui parle beaucoup. Il dit de lui montrer une tactique pour ne pas oublier, même si je ne sais pas, je ne suis pas allé loin dans les études. Que faire? Waouh, une tactique, ça m'amène tout de suite à penser à peut-être lui donner des astuces dans les délais d'apprentissage. Il faut savoir que, je l'ai dit, hein, l'information, quand on la donne à la mémoire, elle va la garder si elle est répétée, si l'information est répétée. Répétée. Donc, quand vous avez une information, par exemple, ce matin, comme je l'ai dit, dans les 24 heures, il faut que vous répétiez cette même information-là. Quand vous avez répété l'information, le cerveau, il s'est dit, certainement, s'il a répété cette information, ça veut dire qu'il en a besoin. Donc, moi, je ne vais pas la mettre loin. Je vais la garder pour une semaine. Parce que si le cerveau devait garder dans la mémoire active, dans la mémoire vive, toutes les informations qu'on lui envoie, on ferait tout de suite un surménage. Donc, pour ne pas que ça arrive. Un bug. Voilà. Donc, quand l'information est là, qu'on ne l'utilise pas, le cerveau, il le prend, il l'emmène derrière pour faire de la place. C'est comme ça se passe. Donc, quand vous avez l'information que vous l'avez reprise dans les 24 heures, le cerveau, il garde l'information pour une semaine. Donc, quand vous la reprenez dans le courant de la semaine, 1 fois, 2 fois, le cerveau, il retient l'information, il s'est dit, s'il a pu la revoir, cette même information-là, 1 fois, 2 fois, c'est qu'il en a vraiment besoin. Donc, je vais la garder pour 1 mois. Si vous la reprenez 1 fois par jour, par exemple, 2 fois dans la semaine ou 3 fois dans la semaine, 4 fois dans le mois ou 3 fois dans le mois, le cerveau s'est dit que c'est une information vraiment utile pour lui, je la garde pour 6 mois. Et si vous la reprenez dans le courant des 6 mois, le cerveau s'est dit, c'est que cette information, c'est vraiment utile pour lui, il faut que je la garde pour toute la vie. Donc, il faut que monsieur T, non, je crois, voilà, que monsieur T, il montre cette tactique à son enfant, que le cerveau apprend dans des délais précis. Vous savez l'erreur que les élèves commettent en général? Ils apprennent un cours, après le cours, ils rangent les cahiers, et puis on n'ouvre plus le cahier sur l'information, puis on revient dessus la prochaine fois qu'on a le même cours. Le cerveau, il ne retient pas comme ça. Même si vous étudiez la veille de ce cours-là, il peut arriver qu'au moment où vous avez besoin de l'information, que l'information ne soit pas présente dans la mémoire de travail. Parce qu'elle n'a pas été répétée. Vous savez, c'est un pas posé après un pas ou bien sur un pas. Régulièrement, c'est ce qui donne un sentier. Et c'est ce sentier qui peut être élargi en route. Et c'est cette route qui peut devenir une autoroute après. Ou un boulevard d'abord, après une autoroute. Donc, on peut élargir un sentier. C'est-à-dire que la répétition, il ne faut pas carburer, je veux dire, stocker toutes les informations, on n'étudie pas, et puis c'est à la veille de l'examen, on fait des, comme les élèves même, ils aiment bien le dire, on fait des 2 capis, on veille. Quand c'est comme ça, on peut faire le bug, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Alors que quand c'est comme ça, quand on fait un bug, quand on fait
par exemple, un surménage, ce n'est pas évident qu'on retrouve ses facultés antérieures. Ce n'est pas évident qu'on les retrouve entièrement à 100%. Donc, il faut faire très attention. Il faut faire beaucoup de sport, il faut beaucoup se reposer. Quand on a compris que l'information est stockée dans la mémoire juste avec la répétition, on n'a pas besoin de s'asseoir longtemps. Le conseil que je peux donner à tous ces élèves-là ensemble, c'est qu'il faut qu'ils prennent l'habitude de faire des synthèses de leurs cours et le répéter le jour même du cours et revoir l'information régulièrement. Il y a une autre façon, un autre délai encore d'apprentissage qui est le 1, 3, 10, 20, 30, 60. Qu'est-ce que c'est donc? C'est quoi ça encore? C'est la même chose que je disais tout à l'heure. Premier jour, on garde l'information pour une semaine, l'information est gardée pour un mois, pour 6 mois, etc. 1, 3, 10, 20, 30, 60. Voilà. Il faut que une information que vous avez aujourd'hui, vous la reprenez aujourd'hui même. La même information, vous la synthétisez sur une fiche Bristol, par exemple, vous la reprenez 3 jours après. La même information. Vous la lisez, vous essayez de faire l'exercice de la compréhension à nouveau. Si vous pouvez, si vous avez une mémoire comme la mienne, vous expliquez à quelqu'un. Et puis, 3 jours après, vous refaites le même exercice. 10 jours, vous refaites le même exercice. 20 jours, 30 jours, 60 jours. Après cela, l'information vous reste ad vitam aeternam. Voilà. C'est ce que je peux vraiment donner comme conseil à tous les élèves. Il faut qu'ils comprennent le mécanisme de fonctionnement de la mémorisation. Si on a compris ces mécanismes-là, on ne s'emmerde pas beaucoup à travers des histoires où on s'assied, on veille derrière la table d'études et tout ça. Et ça me donne l'occasion de parler aux parents. Justement, pour faire la synthèse et donner conseil aux parents. Aux parents, c'est que le processus de mémorisation est un exercice qui s'apprend. Et tous les enfants n'ont pas le même type de cerveau de mémorisation. Il y a des parents qui ne savent pas lire. Je me permets de vous arrêter. Et les parents qui ne savent pas lire. Il y a une dame qui nous a envoyé un message de Créteil qui dit qu'elle ne sait pas lire. Et quand sa fille fait ses études, elle voit, quand il n'y a pas de rature, c'est comme ça qu'elle explique, elle estime que c'est juste. Elle fait confiance à sa fille. Et sa fille ne sait pas que maman ne sait pas lire. Donc sa fille, et comme par hasard, ça tombe juste. Est-ce que c'est un cas à promouvoir ou bien comment on fait les parents qui ne savent pas lire? On n'a pas forcément besoin de savoir lire pour détecter le type de mémoire de son enfant. Quand vous vivez avec, c'est pour ça qu'il est important d'apprendre à connaître les gens avec qui on vit. Et c'est pour ça que chaque fois, j'ai dit aux parents qu'il faut qu'ils soient là au moment où on doit faire étudier les enfants. Si vous faites étudier les enfants par une bonne, évidemment, vous n'allez jamais savoir son type de mémoire. Il faut que vous le fassiez vous-même. Et en le faisant, il y a des enfants, par exemple, c'est quand ils copient un cours plusieurs fois qu'il retient, en copiant simplement. Il copie. Il a une mémoire scripturale. Donc, il retient par la copie. Il y a des gens, ils ont une mémoire visuelle. Quand la personne va dans un coin, vous n'avez plus besoin de repasser dans le même coin. Automatiquement, tous les indicateurs lui restent dans le cerveau. Ils ont des mémoires photographiques comme ça. Il y a des gens, ce qu'ils entendent, ça reste dans leur tête. Comment identifier justement sa mémoire en fonction des différents types là? Vous avez des habitudes, par exemple. Et en fonction de vos habitudes, vous savez plus ou moins. Moi, personnellement, je sais que je n'ai pas une bonne mémoire visuelle. Pour que moi, je me retrouve dans une adresse, il faut que je revienne là 3 fois, 4 fois, 5 fois avant que je ne me retrouve. Ça, je le sais. Donc, je ne vais pas forcer là. Mais par contre, quand je suis si je suis à un cours, que vous êtes en train de dire quelque chose, je bois à la limite vos paroles. Je les bois. C'est-à-dire que je ne veux pas que quelque chose vienne me distraire. Quand c'est comme ça, je suis concentré. Et ce qui arrive souvent, et certains parents se trompent, c'est que pour que moi, j'arrive à me concentrer sur les informations que vous, Marco, par exemple, vous pouvez me donner là maintenant, j'ai besoin de musique pour me couper du monde. Je suis coupé de tous les bruits. J'ai besoin. Moi, les meilleurs moments où j'apprends, c'est quand il y a la musique et à fond. Mes parents s'en sont toujours pleins. Ils n'étudient pas, ils passent son temps à écouter la musique. Mais ils ne savent pas que c'est ma façon à moi. Donc, je me coupe du monde et puis, je suis concentré. Donc, ça dépend de mon type de mémoire. Il y a des gens, par exemple, qui ont d'autres types de mémoire. J'ai parlé de mémoire visuelle, j'ai parlé de mémoire scripturale, j'ai parlé de mémoire auditive. Il y a des gens qui ont des mémoires de chiffres phénoménaux. Des mémoires phénoménales, des chiffres. C'est-à-dire que vous avez, par exemple, et ça, il y a beaucoup de femmes qui sont extraordinaires dans ça. Elle a le mari a le portail, il suffit qu'elle jette un petit coup d'œil. Et puis, elle a pigé le numéro et ça lui reste à vie.
Et là, elle va appeler, elle va composer le numéro. Non, c'est fallacieux. Quel exemple? C'est de casser les papos. Les femmes, c'est vrai, elles ont une vision à 360 là. Oui, oui. J'en fais même les frères. Hier, on m'a attrapé sur le plateau. Un message. Tu envoies un message à qui là? Oui. Ah bon? Trop, c'est trop. Il faut qu'on soit vigilant. C'est la mémoire là. C'est la mémoire là. C'est justement ça. On a des yeux ici. En tout cas, merci infiniment à vous, coach. C'est bien de rire comme ça en apprenant. On espère que les parents qui regardent ont retenu. Alix, c'est fini pour aujourd'hui. Eh oui, c'est fini, mais on revient demain. Ne vous inquiétez pas. D'ici là, passez une belle journée. Merci à Didi Fat pour ma belle tenue.